Tout condamné à mort aura la tête tranchée. C'est par cette formule lapidaire que l'article 12 du Code pénal en 1810 résume les modalités d'exécution de la peine capitale en France. La dernière exécution publique date du 17 juin 1939, avant le décret du 24 juin 1939 supprimant les exécutions capitales publiques. Hamida Djandoubi, guillotiné le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes de Marseille, est la dernière personne à avoir subi la peine de mort en France. Madame Monique Mabelli est requise en sa qualité de juge d'instruction afin d'assister à l'exécution dans une cour de la prison des Baumettes et recevoir les éventuelles déclarations du condamné à mort avant son exécution. Entre révolte et dégoût, elle devait rédiger quelques notes rendues publiques et transmises au journal Le Monde par son fils en 2013. Alain Mola prête serment d'avocat en 1977 et livre, en sa qualité de lauréat du stage, un discours poignant et engagé en faveur de l'abolition de la peine de mort en juin 1979. Le 18 septembre 1981, par 363 voix contre 117, l'Assemblée nationale devait adopter, après 2 jours de débat, le projet de loi portant l'abolition de la peine de mort présenté au nom du gouvernement par Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice. La loi du 9 octobre 1981 a aboli la peine de mort en France. La loi constitutionnelle du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort insère un nouvel article 66-1 dans la Constitution, au terme duquel nul ne peut être condamné à la peine de mort. Et parce que le débat de l'abolition de la peine de mort semble diviser toujours, et pour que chacun se souvienne, 2 textes vous sont proposés. Celui des notes prises par Monique Mabelli en 1977 et des extraits du discours de notre confrère Alain Mola de 1979. 9 septembre 1977. Exécution capitale de Djandoubi, sujet tunisien. À 15h, Monsieur le Président R me fait savoir que je suis désigné pour y assister. Réaction de révolte, mais je ne peux pas m'y soustraire. Je suis habité par cette pensée toute l'après-midi. Mon rôle consisterait éventuellement à recevoir les déclarations du condamné. À 19h, je vais au cinéma avec B et B. Puis nous allons casse-croûter chez elle et regardons le film du ciné-club jusqu'à 1h. Je rentre chez moi. Je bricole, puis je m'allonge sur mon lit. Monsieur B, elle, me téléphone à 3h15 comme je le lui ai demandé. Je me prépare. Une voiture de police vient me chercher à 4h15. Pendant le trajet, nous ne prononçons pas un mot. Arrivé aux Baumettes, tout le monde est là. L'avocat général arrive le dernier. Le cortège se forme. Une vingtaine ou une trentaine de gardiens. Les personnalités. Tout le long du parcours, des couvertures brunes sont étalées sur le sol pour étouffer le bruit des pas. Sur le parcours, à 3 endroits, une table portant une cuvette pleine d'eau et une serviette éponge. On ouvre la porte de la cellule. J'entends dire que le condamné sommeillait mais ne dormait pas. On le prépare. C'est assez long car il a une jambe artificielle et il faut la lui placer. Nous attendons. Personne ne parle. Ce silence et la docilité apparente du condamné soulagent, je crois, les assistants. On n'aurait pas aimé entendre des cris ou des protestations. Le cortège se reforme et nous refaisons le chemin en sens inverse. Les couvertures à terre sont un peu déplacées et l'attention est moins grande à éviter le bruit des pas. Le cortège s'arrête auprès d'une des tables. On assied le condamné sur une chaise. Il a les mains entravées derrière le dos par des menottes. Un gardien lui donne une cigarette à bout filtrant. Il commence à fumer sans dire un mot. Il est jeune, les cheveux très noirs, bien coiffés. Le visage est assez beau, des traits réguliers, mais le teint livide et des cernes sous les yeux.
Il n'a rien d'un débile ni d'une brute. C'est plutôt un beau garçon. Il fume et se plaint tout de suite que ses menottes sont trop serrées. Un gardien s'approche et tente de les desserrer. Il se plaint encore. À ce moment, je vois entre les mains du bourreau qui se tient derrière lui, flanqué de ses deux aides, une cordelette. Pendant un instant, il est question de remplacer les menottes par la cordelette, mais on se contente de lui enlever les menottes et le bourreau a ce mot horrible et tragique. Vous voyez, vous êtes libre. Ça donne un frisson. Il fume sa cigarette qui est presque terminée et on lui en donne une autre. Il a les mains libres et fume lentement. C'est à ce moment que je vois qu'il commence vraiment à réaliser que c'est fini, qu'il ne peut plus échapper, que c'est là que sa vie, que les instants qui lui restent à vivre dureront tant que durera cette cigarette. Il demande ses avocats. Maître Polack et Maître Goudaro s'approchent. Il leur parle le plus bas possible car les deux aides du bureau l'encadrent de très près et c'est comme s'ils voulaient lui voler ses derniers moments d'homme en vie. Il donne un papier à Maître Polack qui le déchire à sa demande et une enveloppe à Maître Goudaro. Il leur parle très peu. Ils sont chacun d'un côté et ne se parlent pas non plus. L'attente se prolonge. Il demande le directeur de la prison et lui pose une question sur le sort de ses affaires. La deuxième cigarette est terminée. Il s'est déjà passé près d'un quart d'heure. Un gardien, jeune et amical, s'approche avec une bouteille de rhum et un verre. Il demande au condamné s'il veut boire. Il lui verse un demi-verre. Le condamné commence à boire lentement. Maintenant, il a compris que sa vie s'arrêterait quand il aurait fini de boire. Il parle encore un peu avec ses avocats. Il rappelle le gardien qui lui a donné le rhum et lui demande de ramasser les morceaux de papier que Maître Polack avait déchirés et jetés à terre. Le gardien se baisse, ramasse les morceaux de papier et les donne à Maître Polack qui les met dans sa poche. C'est à ce moment que les sentiments commencent à s'entremêler. Cet homme va mourir, il est lucide. Il sait qu'il ne peut rien faire d'autre que de retarder la fin de quelques minutes. Et ça devient presque comme un caprice d'enfant qui use de tous les moyens pour retarder l'heure d'aller au lit. Un enfant qui sait qu'on aura quelque complaisance pour lui et qui en use. Le condamné continue à boire son verre, lentement, par petites gorgées. Il appelle l'imam qui s'approche et lui parle en arabe. Il répond quelques mots en arabe. Le verre est presque terminé et dernière tentative, il demande une autre cigarette, une gauloise ou une gitane, car il n'aime pas celle qu'on lui a donnée. Cette demande est faite calmement, presque avec dignité. Mais le bourreau qui commence à s'impatienter s'interpose. On a déjà été très bienveillant avec lui, très humain, maintenant il faut en finir. À son tour, l'avocat général intervient pour refuser cette cigarette, malgré la demande réitérée du condamné qui ajoute, très opportunément, « Ce sera la dernière ». Une certaine gêne commence à s'emparer des assistants. Il s'est écoulé environ 20 minutes depuis que le condamné est assis sur sa chaise. 20 minutes si longues et si courtes. Tout s'entrechoque. La demande de cette dernière cigarette redonne sa réalité, son identité au temps qui vient de s'écouler. On a été patient. On a attendu 20 minutes debout alors que le condamné assis exprime des désirs qu'on a aussitôt satisfaits. On l'avait laissé maître du contenu de ce temps. C'était sa chose. Maintenant, une autre réalité se substitue à ce temps qui lui était donné. On le lui reprend. La dernière cigarette est refusée et pour en finir, on le presse de terminer son verre. Il boit la dernière gorgée, tend le verre au gardien. Aussitôt, l'un des aides du bourreau sort prestement une paire de ciseaux de la poche de sa veste et commence à découper le col de la chemise bleue du condamné. Le bourreau fait signe que l'échancrure n'est pas assez large. Alors l'aide donne 2 grands coups de ciseaux dans le dos de la chemise et pour simplifier, dénude tout le haut du dos. Rapidement, avant de découper le col, on lui a lié les mains derrière le dos avec la cordelette.
On met le condamné debout. Les gardiens ouvrent une porte dans le couloir. La guillotine apparaît face à la porte. Presque sans hésiter, je suis les gardiens qui poussent le condamné et j'entre dans la pièce, ou peut-être une cour intérieure, où se trouve la machine. À côté, ouvert, un panier en osier brun. Tout va très vite. Le corps est presque jeté à plat ventre, mais à ce moment-là, je me tourne non par crainte de flancher, mais par une sorte de pudeur. Je ne trouve pas d'autre mot, instinctive, viscérale. J'entends un bruit sourd. Je me retourne, du sang, beaucoup de sang, du sang très rouge. Le corps a basculé dans le panier. En une seconde, une vie a été tranchée. L'homme qui parlait moins d'une minute plus tôt n'est plus qu'un pyjama bleu dans un panier. Un gardien prend un tuyau d'arrosage. Il faut vite effacer les traces du crime. J'ai une sorte de nausée que je contrôle. J'ai en moi une révolte froide. Nous allons dans le bureau où l'avocat général s'affaire puérilement pour mettre en forme le procès-verbal. D vérifie soigneusement chaque terme. C'est important, un procès-verbal d'exécution capitale. À 5h10, je suis chez moi. J'écris ces lignes. Il est 6h10. Une aversion profonde. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu, en souriant fatalement, si c'était là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ai-je répété, ou, par pitié, 5 minutes encore. Ces quelques lignes extraites du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo vous plongent dans le triste sujet que j'ai choisi de développer devant vous. Veuillez m'en excuser, la peine de mort. Veuillez m'en excuser, mais nous sommes en France et elle existe. À quoi bon s'en préoccuper, penseront certains. À l'heure où, c'est vrai, de par le monde, aux quatre coins de celui-ci, chaque jour, des centaines d'êtres humains trouvent la mort. C'est le froid, la faim, la misère, la mécanisation, mais encore la violence et la guerre. Alors, préoccupation d'intellectuels occidental désœuvrés? Combat d'arrière-garde? Non, certainement pas. Quelle que soit la misère du monde, le fait qu'une société civilisée, quelle qu'elle soit, s'estime en droit de supprimer froidement une vie humaine, fût-ce à titre exceptionnel, mérite le débat. Alors, puisque bien sûr il n'y a pas lieu d'en débattre ici, qu'il me soit permis d'en discourir, qu'il me soit permis d'exposer un point de vue, mon point de vue, simplement, sans ambition particulière, sans celle de convaincre, certes, avec cependant l'ardent désir d'être parfaitement compris. Un point de vue résolument abolitionniste. Pourquoi ne pas le dire d'emblée? Car la question ne supporte pas la demi-mesure. Aucune demi-mesure. C'est oui, c'est non. Ce n'est jamais oui, mais. Pas de mais. Ce principe ne se divise pas. L'exception n'existe pas. Elle ne peut exister. Alors de grâce que les partisans de la peine de mort ne se cachent pas derrière leurs petits doigts. Être contre la peine de mort, mais l'admettre avec regret et une aversion profonde dans les cas odieux, c'est-à-dire les seuls où elle est susceptible d'être prononcée, c'est être partisan du châtiment absolu. Cette chose étant admise, le débat devient honnête. Et puisque nous en sommes aux mises au point, puisque l'on évoque le crime de sang, comment ne pas être tenté de dissiper un autre malentendu, l'augmentation de la criminalité? N'est-ce pas en effet en faisant référence à ce contexte que les partisans du grand châtiment haussent le ton? Et pourtant rien n'est moins vrai. Le nombre des homicides volontaires, meurtres et assassinats demeure très stable en France et se maintient entre 1000 et 1200 par an. De grâce, neutralisons le nouvel impact pernicieux des masses médias qui, faussement, emportent la conviction que la violence augmente. Elle n'augmente pas. Cependant, déformée ou pas dans son ampleur, elle existe. Elle existe et elle effraie. Les Français, dans leur grande majorité, pensent que pour se défendre, une arme est efficace, la guillotine. Certains nous font peur alors. Groupons-nous, faisons peur à notre tour et dissuadons. Cela, semble-t-il, est l'intime conviction de la majeure partie de nos concitoyens. La peur de la mort garantie d'exemplarité.
Depuis des siècles, la peine de mort, accompagnée souvent des plus subtils raffinements, essaie de tenir tête au crime. Le crime pourtant s'obstine. Pourquoi ? C'est que les instincts qui, dans l'homme, se combattent, ne sont pas, comme le veut la loi, des forces constantes en état d'équilibre. La loi est nature morte, pas la nature humaine. Avec Camus, constatons que la guillotine existe, le crime aussi, et qu'entre les deux, il n'y a d'autre lien que celui de la loi. On est amené à se demander si cette légitime défense que la société revendique ne travestit pas, en fait, la vengeance toute nue. N'est-ce pas ce même désir de vengeance que prônait la nécessité d'une adéquation entre le crime et la peine, que d'évoquer le malheur des victimes, les victimes. Mais qui a jamais prétendu les oublier ? Qui a jamais prétendu minimiser l'immense douleur de leurs proches ? Oui, le crime est lamentable et le calvaire des innocents qu'il choisit pour cible nous endeuille tous. Rien ne pourra plus jamais effacer le drame et la douleur. Certainement pas le sang versé au petit matin dans la cour d'une prison. Celui-là endeuille à jamais d'autres innocents, les proches du condamné. Est-il indécent d'en parler ? Sensiblerie que tout cela ? Peut-être. Abandonnons alors ce terrain et donnons à la vengeance une réplique plus réfléchie. La responsabilité de la société. Peut-on, sans mauvaise conscience, à l'échelon d'une société, prétendre à la vengeance en oubliant la responsabilité de celle-là ? Est-ce une vaine entreprise que de rappeler que la déviance, le crime, ne sont pas le fruit du hasard ? Que la criminalité a ses facteurs et que ceux-ci s'appellent degré d'instruction, niveau intellectuel, équilibre psycho-affectif, moyens économiques et financiers. Qui oserait prétendre qu'une société n'est pas responsable de son degré d'instruction, de son niveau intellectuel, de son équilibre psycho-affectif, de ses moyens économiques et financiers et de ceux de chacun de ses membres ? Vouloir la mort du meurtrier, c'est nier cette responsabilité. La peine de mort, c'est le châtiment définitif, irréparable et absolu, qui punit une culpabilité toujours relative. Non, décidément, la vengeance est indécente, vraiment. J'ai pour ma part la conviction que nul crime ne curera jamais la souffrance physique et morale d'une exécution capitale. Celle-ci ajoute au crime, ajoute à la mort un règlement, une préméditation publique, froide, réfléchie, comble de l'horreur connue de la future victime. Nul ne peut reconnaître à l'État le droit de contribuer ainsi au mépris de la vie, même si certains cultivent étrangement le paradoxe et se donnent la meilleure conscience du monde en prétendant rehausser la valeur vie par la sanction mort. Non, vraiment. Abandonnons toute idée de faire justice par de tels moyens. Justice, c'est le mot qui sied mal au sujet. Est-ce bien de la justice que se réclame ce 10e juré qui s'assoit discrètement au milieu des autres et emporte la décision ? Ce 10e juré, c'est le hasard. La vie d'un homme va dépendre du talent d'un défenseur, de la conviction d'un accusateur, de l'objectivité d'un président, du sourire d'un témoin, de la une d'un journal local, de l'intérêt porté au procès par monsieur Tout-le-Monde, de l'attitude même de cet homme. La justice est humaine, certes, mais précisément parce qu'elle est humaine et que l'homme ignore la perfection, justement parce que nous évoluons dans un monde d'incertitude, cette justice doit faire preuve d'humilité. Et le chemin de l'humilité, pour elle, c'est le respect de la vie. Ce chemin, toute l'Europe l'a emprunté, pas la France. Certes, une telle abolition ne serait pas la clé du paradis. Certes, chacun doit être conscient des limites de la thèse abolitionniste, car l'assainissement d'une politique criminelle ne peut se contenter du respect de la vie en tant que telle. Plus que jamais, après l'abolition de la peine de mort, les hommes doivent repenser le principe de l'emprisonnement. Mais c'est un autre discours. Pour l'heure, qu'il me soit permis d'ajouter, puissent nos législateurs, puissent tous les gens de justice, puissent nos concitoyens cesser enfin leurs querelles, les uns pour donner son prix à la vie, les autres pour chercher un sens à la mort. Demain, voyez-vous, demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous,
il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, j'ai le sentiment, plus qu'à aucun autre, d'assumer au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit. Le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie.